Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Le Grand Plateau qui reçoit pour vous un acteur politique, consultant juridique qui est à sa deuxième participation dans ce Grand Plateau. Il s'appelle Steve Kivota, il est notre invité. Bienvenue. Merci Florent. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Nous remercie. allons faire le tour d'horizon de l'actualité avec les principaux sujets. Nous parlerons de la démarche, de la lettre ouverte, je dirais, du G7 adressée au chef de l'État. Nous parlerons également du dialogue avec la position actuelle de parti de l'UDPS et d'autres sujets évidemment qui font l'actualité en République démocratique du Congo sur ce plateau. Fiston Kamanda, bienvenue Fiston. Avec vous, nous ferons évidemment le point sur des questions d'actualité. Alors la première question que j'aimerais savoir... Premier sujet, la lettre ouverte du G7 adressée au chef de l'État. Quel est votre regard critique sur la démarche engagée par ces principaux partis qui font partie évidemment de la majorité présidentielle? Il y a plusieurs analyses qu'on peut faire. D'abord, nous devons savoir que la démocratie, c'est quelque chose de très sacré. Et que généralement, lorsque des partis politiques ou des regroupements politiques n'arrivent pas à débattre à l'intérieur, c'est tout simplement normal que certaines prises de position puissent sointer. Mais effectivement, est-ce que ce parti, déjà dès la création de l'AMP, avait mis en place un certain nombre de principes qu'on devait forcément respecter ? Ou est-ce que la culture du débat, dès la création de l'AMP, était un des principes sacro-saints? Est-ce que ce n'est pas une prise de position en termes de calcul politique? C'est au fait toutes ces interrogations qu'on se pose. Mais en termes de démocratie, c'est vrai que l'AMP doit tout faire pour s'améliorer sur le plan du débat interne, parce qu'en réalité, c'est que Vous constatez malencontreusement qu'il y a absence du débat interne. Du débat interne dans l'AMP, ça a toujours été le cas. Je pense que même pour parler entre AMP et ses alliés a toujours posé problème. Je pense qu'un des partis alliés à l'AMP, le PALO, a toujours réclamé ces débats internes. Donc il y a d'un côté ces problèmes-là, mais de l'autre côté, il y a une petite hypocrisie aussi de la part de partis politiques qui composent G7. Premièrement, ils ont parlé de l'installation de nouvelles provinces. Nous savons que le G7, ça représente plus de 100 députés. Dans l'ensemble, oui, quand on l'Assemblée nationale. Par exemple, MSR. Voilà, ils ont considéré que ça a été fait avec précipitation et avec improvisation et impréparation. C'est d'ailleurs la position, ça a toujours été notre position et la position de l'honorable Mouzito, à travers toutes ces tribunes, la première, la deuxième et la troisième. Mais quand on sortait les tribunes, on n'a jamais entendu les députés de ces partis politiques Vous appuyez. nous appuyer. Ils ont voté quasiment à l'unanimité la loi portant programmation, installation de nouvelles provinces. Le dire Donc, tardivement, à votre avis, c'est de l'hypocrisie. Oui, c'est de l'hypocrisie. Et deuxièmement, est-ce que ces chefs de partis politiques sont réellement des démocrates? Est-ce que c'est une position du parti ou de simples leaders? Est-ce que réellement le parti a siégé pour que dégager une majorité de point de vue, puisse ressortir ce genre de déclarations? Voilà une grande interrogation. Mais aussi, il y a vice de forme. Il y a parmi les signataires un ministre. Oui. Est-ce qu'un ministre peut avoir des responsabilités au sein d'un parti politique pendant qu'il est encore ministre? Il y a incompatibilité entre la fonction... Pourtant, il a signé en tant que président de l'ARC. C'est ça le problème. Donc il y a vice de forme. Oui. Ça démontre déjà que lorsqu'on veut réclamer la démocratie, lorsqu'on veut réclamer le respect du texte, on doit soi-même être un exemple. Mais qu'à cela ne tienne, la démocratie aussi... Mais vous êtes allé au-delà. Vous êtes allé au-delà de ma question. J'aimerais savoir d'abord, est-ce que, à votre avis, ça a été une démarche démocratique, rationnelle? Est-ce qu'il fallait que le G7 s'exprime ainsi? Surtout quand on appartient à une plateforme comme la majorité présidentielle. Mais le problème, c'est quoi? On doit savoir que la liberté d'expression est sacrée. Lorsque on veut que les gens ne s'expriment pas
à l'extérieur, on doit créer les conditions pour que les gens s'expriment à l'intérieur. Effectivement, malheureusement, la plupart des partis politiques de la majorité, ayant été créés après que le pouvoir ait existé, on les a créés en réalité pour défendre le pouvoir et non pas pour débattre de l'intérieur, d'où la difficulté. Malheureusement, comme je suis en train de vous le dire, ils ont accepté cet état des choses pendant longtemps. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils sont en train de se réveiller. Peut-être qu'on peut se dire que c'est tard, mais je vous dis, bon, ce n'est pas toujours tard pour mieux faire. Peut-être que notre démocratie pourra s'améliorer avec ce genre de choses. Donc, voilà un peu ma position. Donc, en principe, comme je vous dis, quand on est dans une plateforme, le principe est qu'on doit débattre de l'intérieur. Mais, généralement, quand on étouffe les débats à l'interne, les gens sont obligés de parler à l'externe. Un peu comme une personne qui soliloque. C'est une personne dont le cerveau n'arrive pas à réfléchir à l'intérieur, d'où il marche en parlant. Donc, selon vous, vous voulez justement dire que les sociétaires de groupe dénommé G7 ont raison? Je ne dis pas qu'ils ont raison, je ne dis pas qu'ils ont tort. Vous devriez avoir une position. Moi, je dis ceci. En tant que consultant juridique. Moi, je dis, considérons tout simplement que l'AMP et les sociétaires, tous ont tort. Parce qu'effectivement, l'AMP n'a pas créé les conditions, ce n'est pas qu'aujourd'hui. L'AMP a tort parce qu'il n'a pas créé des conditions favorables à l'expression démocratique. Effectivement, à son interne. Est-ce que l'installation de nouvelles provinces a requis? Est-ce qu'il y avait eu un débat à l'interne au sein de l'AMP pour prendre une telle grande option? Généralement, on pense que, c'est ça la conception de la pensée unique, la pensée arrive, et vous, quand vous êtes de la majorité, vous êtes censé défendre. Généralement, c'est ça le système. Si je comprends bien, si aujourd'hui, certains partis de la majorité présidentielle s'expriment pour dire que l'installation de nouvelles provinces a été faite de façon précipitée, ça veut dire que cette démarche, cette exécution, là, a été de façon unilatérale, c'est que les gens ne se sont pas retrouvés pour en débattre. En principe, ce sont le parti qui dirige. Oui. Le ministre ne sont que des envoyés de partis politiques. Lorsque vous voulez que votre action soit très efficace, il faut commencer par le parti politique qui vont débattre de la question librement à l'interne et même s'empoigner quelque part. Mais par après, lorsqu'une position sort, vous savez que la position, c'est la position de la majorité. Or, malheureusement, dans les cas de partis politiques congolais, c'est un ministre qui commence et on met devant la scène publique la question et vous, parti politique de la majorité, vous êtes obligés de suivre. Et parfois, là où effectivement, je dis qu'il y a eu hypocrisie, c'est en principe en ces moments-là qu'il devait dire on ne peut pas accepter, cette loi-là ne doit pas passer. Or, l'honorable Mouzit était le seul à s'y opposer. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils sont en train de se réveiller. Et surtout, Olivier Kamitatou, en sa qualité de ministre de Plan, il y a la planification. Aujourd'hui, le dire pratiquement, donc c'est de l'hypocrisie et c'est trop tard. Et surtout, c'est parmi l'un des grands chanteurs de l'émergence. En principe, lorsqu'on veut atteindre l'émergence, il faut qu'il y ait une planification, il faut qu'il y ait une vision logique. Donc si réellement il trouvait déjà que l'installation de nouvelles provinces allait créer un imbroglio, à l'époque, il devait s'y opposer, ce n'est pas maintenant, parce qu'il n'a jamais fait un écrit pour démontrer que l'installation de nouvelles provinces allait poser de problème. Donc je vous dis tout simplement, je ne suis pas de l'AMP, je vous dis que tous sont tort. L'AMP doit tirer les conséquences en considérant que s'il n'arrive pas à créer un débat à l'interne, demain, il y aura d'autres frondeurs et nos amis de la G7 ou du G7. Des frondeurs en gestation. Les frondeurs actuels des G7 doivent tout faire pour aussi instaurer la vraie démocratie dans leurs partis respectifs. Alors, oui, vous prenez la démocratie au sein des partis politiques, mais nous avions vu lorsque Adolphe Mouzito publiait ses tribunes, les Palous, l'a exclu justement au sein de ces partis politiques. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi un problème au sein de votre parti politique? Je dis qu'il y a un problème dans tous les partis politiques. Dans tout le parti politique. Et je n'exclus aucun parti politique. Parce que s'il n'y a pas de débat, on n'évolue pas. S'il n'y a pas de débat, on n'arrive pas à prendre de bonnes résolutions. Et ces problèmes-là, c'est dans tout le parti politique. Peut-être que le Palou a
un petit avantage du fait qu'il a le texte qui l'organise, que nous sommes censés respecter, et nous pouvons facilement savoir que dans tel cas, c'est telle personne qui a commis une faute, et dans tel autre, c'est tel autre. Et dans le cas de l'honorable Muzito, on sait que la liberté d'expression est mise dans nos textes, et on a demandé à tout militant de se battre pour ramener les combats politiques au niveau des idées. C'est ce qu'il a fait, et il n'est allé à l'encontre d'aucun texte. Ne pensez-vous pas qu'il faille plutôt exposer les problèmes à l'interne, justement, au lieu de publier, par exemple, dans les journaux? Ce n'est pas ça qui pose problème. On doit différencier les réflexions des prises de position politiques. C'est ça la grande différence à faire. Un homme politique est appelé à réfléchir pour le pays. C'est ça le travail d'une élite dans un État. Mais la prise de position politique, ça peut être l'apanage d'une direction politique. Mais il faut que la direction politique de ces partis politiques sache qu'il n'est pas l'alpha ou elle n'est pas l'alpha et oméga. Elle doit tout faire. Il faut que la direction accepte la contradiction. Effectivement, la contradiction. Ce n'est que du choc des idées que peut jaillir la lumière. Mais lorsque on veut s'instaurer comme de petits dictateurs dans des partis politiques, généralement, les choses ne fonctionnent plus comme il faut. Monsieur Steve, vous avez parlé de la MP qui a péché, en ce sens où il n'y a pas un débat qui est organisé à l'interne. Mais où est-ce que le G7, dans quelle mesure le G7 aussi, à son niveau, a péché? Non, le G7, comme je vous dis, c'est l'hypocrisie. C'est quand même depuis 2006 qu'ils sont dans la MP, et ce n'est pas n'importe qui. Olivier Kamitatou, on sait quel rôle il a pu jouer dans l'ancienne AMP et dans l'actuelle MP. Monsieur Pierre Lumbi, qui est le conseiller spécial du chef de l'État, on connaît quel rôle. Mwando Simba, Christophe Lutundu, etc. Peut-être Christophe Lutundu, là on peut avoir une petite excuse, parce qu'on sait qu'il avait fait une tribune pour critiquer l'installation d'une nouvelle province, mais les autres, quand on prend... les autres n'ont pas d'excuses. Hein. Non, les autres n'ont pas du tout d'excuses. Ils devaient s'opposer quand il le fallait. Alors conséquemment à cette attitude, donc vous justifiez aujourd'hui le fait que certains d'entre eux, ou bien la décision aujourd'hui de la majorité de les écarter. Oui, parce qu'en réalité, les gens aussi doivent savoir qu'au commencement, il n'y a ni majorité ni opposition. Au commencement, il y a les partis politiques qui ont leur vision sur la gestion de l'État. Donc lorsqu'il y a une scission dans la majorité, ce n'est que de la démocratie. En réalité, lorsqu'on est dans une majorité, si on a sa vision qui ne concorde pas avec la vision des autres, on a deux choix. Soit on se soumet, soit on se démet. Peut-être qu'ils ont accepté de se démettre, c'est une bonne chose, c'est aussi ça la démocratie. Alors qu'ils tracent leur schéma, mais moi, tout simplement, ce que je leur demanderais, c'est aussi d'appliquer la vraie démocratie dans leur parti politique. Parce que généralement, on réclame la démocratie aux uns, mais on applique soi-même la dictature aux autres. Et finalement, on est toujours dans un cercle vicieux. Alors vous êtes consultant juridique, vous prônez, je crois, les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques. Alors la révocation du ministre, je vais parler du ministre du Plan, Olivier Kamitatou, vous trouvez que c'est aussi démocratique qu'il ait été écarté du gouvernement? Oui, ça conséquemment dépend. À son attitude. Oui, ça dépend. C'est-à-dire que les questions qu'ils ont soulevées, la majorité aurait pu considérer que voilà, c'est un courant en son sein. De telle manière qu'avec cette émulation, la majorité, avec le grand choc des idées qu'il y aura en son sein, elle peut s'améliorer. Mais tout comme la majorité peut considérer qu'elle doit rester monolithique et que tous ceux qui s'y opposent, tous ceux qui s'y grattent, doivent être chassés. Alors ce sont les options. L'option qui a été prise de révoquer, oui, c'est une option acceptable. Mais moi, je vous explique tout simplement les deux options possibles. Soit accepter qu'il y ait un grand débat, que les gens puissent s'empoigner à l'intérieur de l'AMP pour que finalement, que la décision qui sorte soit une décision très réfléchie. Soit on veut qu'on ait un seul chef qui impose tout et une structure monolithique. Et c'est les choix qu'ils ont fait en révoquant d'ailleurs un ministre qui, il paraît, avait déjà démissionné bien avant. Voilà. Alors, vous êtes en train de dénoncer quand même les attitudes, l'organisation ou l'absence de débat, non seulement au sein de la majorité présidentielle, mais également au sein des partis politiques. On va parler du PALU,
vous dénoncez également cette absence, même au sein de ces partis. Mais ça veut dire qu'avec l'esprit libre d'ouverture d'Adolphe Mosito, ça n'étonne pas que demain, Adolphe Mosito change de camp. On doit savoir ceci. Lorsque les choses deviendront normales, en réalité, les débats devraient exister. Et les grands arbitres devraient être le militant, un peu comme pour l'État. Les hommes politiques sont appelés à diverger comme ils veulent. Ils sont appelés à dire ce qu'ils veulent, mais c'est le peuple qui arbitre. Et dans le parti politique, les jours où... Le peuple n'arbitre pas sur les règlements, les statuts des partis politiques. Non, attention. Le statut, même si à la limite, même si votre comportement est contraire au statut, les statuts sont appelés à être modifiés. Parce que même à l'extérieur du pays, c'est comme ça. Le peuple, c'est les propriétaires de l'État, le militant d'un parti politique sont le propriétaire de partis politiques. Lorsque les débats se font, ce sont les militants à travers un congrès qui peuvent dire que non, nous voulons ces frondeurs comme étant le leader de demain. Donc si on commence à respecter les délais pour faire les élections au sein de partis politiques, à travers des congrès, eh bien, tout ira pour le mieux. Parce que lorsqu'on fera le débat, on peut être minoritaire aujourd'hui, mais le militant peut vous rendre majoritaire demain. Et je pense que c'est ça le combat que nous sommes en train d'amener dans le Palou. Aujourd'hui, on n'est pas appelé à être secrétaire général toute sa vie. Le patriarche Antoine Gizenga, c'est au-delà d'un simple secrétaire général. Il est devenu le patrimoine de la République. Lui, on peut comprendre parce qu'il a toujours été en osmose avec le militant. D'ailleurs, même lui, si on pouvait organiser les élections, à chaque fois, il n'allait jamais échouer. Mais après le patriarche Gizenga, la vraie démocratie doit s'installer au niveau du Palou. Pour être secrétaire général, les congrès doivent vous élire pour 3 ans. Et 3 ans après, il y aura encore élection. Ce n'est que de cette façon-là que lorsque les gens se battent, on sait au moins qu'il y a un arbitre qui est le véritable propriétaire du parti, qui va décider en dernier lieu, et ça sera le militant. Alors, on va quand même décrypter certaines grandes lignes du contenu, d'ailleurs, de la lettre qui a été adressée au chef de l'État. J'aimerais prendre, je crois, le 22e paragraphe de cette lettre qui dit ceci. La stratégie actuelle de la majorité nous paraît suicidaire et il est indispensable d'en adopter une autre, plus réaliste, plus porteuse de réussite. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que la majorité a une stratégie de conserver le pouvoir. Mais ceux qui composaient cette majorité estiment que cette stratégie, elle est suicidaire. C'est une stratégie que nous, on ne connaît pas. Est-ce que c'est la stratégie de maintenir une personne au-delà du mandat constitutionnel? C'est un peu ça, le flou. Mais en réalité, ce genre de choses, ça pouvait se cacher à l'interne. Ou soit peut-être que c'est un ras-le-bol. Il y a des ambitieux parmi eux, il y en a qui veulent aussi devenir candidat président de la République, alors ils ne veulent pas qu'on puisse leur voler la vedette. Donc c'est un peu cela, mais ce qui est vrai, ce genre de stratégie, on en discute en interne. Mais si on ne donne pas de l'espace, les gens sont obligés de le dire au public. Voilà. Alors, mais en quoi un rappel patriotique au chef de l'État dans une lettre pourrait déranger les gens? Un rappel du respect au délai constitutionnel. C'est un peu ça, les côtés flous dans la majorité présidentielle. Mais comme moi je vous dis, ce n'est pas assez étonnant parce que la nature de l'AMP, dès le début, on ne l'a pas créé comme étant un grand espace de réflexion sur la vision politique. C'était un espace de conservation de pouvoir. Et ça a toujours été comme ça pendant 10 ans, presque 10 ans. Aujourd'hui, c'est 9 ans, en 2006. Peu importe les manières de les conserver. Ben oui, malheureusement. C'est-à-dire qu'on cherche toujours à trouver quelques raisons pour conserver les pouvoirs. Pourtant, ça ne devait pas être comme ça. On doit respecter les règles. Et la plus grande des règles, c'est la Constitution. Et chacun de nous, aujourd'hui, a les ambitions. Moi, je dis, l'AMP a quand même un bilan acceptable. Si on veut respecter la Constitution, l'AMP peut toujours exister en République démocratique du Congo. Mais lorsque l'on veut rester dans sa nature ancienne, c'est-à-dire comme étant une structure qui protège le pouvoir,
qui est toujours là pour défendre le pouvoir, mais sans qu'il y ait débat à l'interne, il y aurait une éclosion. Moi, je suis en train de sentir qu'il y a encore de futurs frondeurs. Donc, selon vous, il y a mégestion au niveau du secrétariat général de la majorité présidentielle? Mégestion, ça serait trop dire. On n'arrive pas à faire éclore les débats à l'interne. C'est un peu le cas de la plupart des partis de la majorité. Je dis, pour la plupart des partis politiques, on ne fait pas de débat, mais c'est encore plus dur dans les partis de la majorité. Et même, disons, même dans les partis de l'opposition. Généralement, quand le parti politique font des déclarations, on n'écoute pas de militants, c'est les leaders, c'est les présidents qui disent des choses. Et par après, on sent qu'il est plutôt minoritaire dans son propre parti. Je parle de ces frondeurs qui prônent justement l'alternance démocratique et s'opposent à toute révision constitutionnelle, tout comme à tout troisième mandat du président Kabila. Est-ce que c'est une revendication qui tient debout? C'est un peu étonnant. Parce que moi, généralement, je ne suis pas de ceux qui font le procès d'intention, parce que moi, je me dis, le président de la République a quand même eu à faire un certain nombre de choses, et qu'il doit savoir, d'ailleurs, il l'a dit aussi, que c'est un descendant. Il est descendant de Mouzé Laurent Désiré Kabila, par conséquent, il est descendant de Lumumba, de Gizenga, etc., etc. Cette lignée-là a une lutte. Cette lignée-là de nationalistes a combattu pour la démocratie. Et cette lignée-là ne peut pas combattre pour la dictature. Et moi, en tant que tel, je ne peux pas faire un procès d'intention au président de la République en pensant qu'il peut penser faire un troisième mandat en souillant sur la lutte de tous les grands nationalistes dont il est les descendants. Par conséquent, quand nos amis de G7, quand les partis politiques de G7 considèrent qu'il y a des intentions inavouées de la part de la majorité du président de la République. Ce sont des procès d'intention. Ce sont des procès d'intention. Surtout que le chef de l'État lui-même ne s'est pas encore prononcé. Ça, je condamne. Et je crois qu'effectivement, que le président de la République n'a pas une telle intention. Je l'espère, du moins pas. Surtout que le président de la République ne s'est jamais prononcé justement pour dire qu'il violerait justement la Constitution de la République. Effectivement, j'aurais dit rapidement qu'ils ont tort, mais malheureusement, là où je mets un peu de guillemets, c'est que la plupart d'entre eux sont des très proches. Voilà. Olivier Kamitatou, Pierre Lumbi, est-ce qu'il leur a soufflé? Est-ce que leur départ peut affaiblir la majorité présidentielle? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais tout simplement, la majorité doit tout faire pour se refaire un peu de la beauté. Mais je sais que G7, c'est plus de 100 députés au Parlement. Alors, c'est déjà un coup dur. Mais peut-être que là où la majorité peut avoir encore un peu de chance, c'est de se poser la question, est-ce que tous ces députés ont su qu'il y avait une déclaration en gestation dans le cadre du G7? Est-ce que réellement c'était c'était un processus démocratique dans ces différents partis? Déjà, quand on voit un ministre signer pour les comptes d'un parti politique, pourtant en principe il doit y avoir un secrétaire général ou un président du parti parce que lui serait l'autorité morale. Déjà, on se pose des questions. Donc peut-être la majorité peut être sauvée dans cela. Généralement, on réclame la démocratie aux uns, mais on applique la dictature aux autres, c'est ce qui est regrettable. Alors, vous avez quand même parlé de certaines ou de l'absence du débat démocratique au sein des partis politiques, mais on est quand même aussi tenu à l'obligation de droit de réserve. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que lorsque l'on appartient déjà à un parti politique, à une formation politique, il y a des normes, il y a des choses que l'on ne peut pas dire à la place publique. Mais si on ne les dit pas à la réserve, en principe, mais si on ne les dit pas à la place publique, on est censé les dire à la place privée. C'est maintenant la place privée qui n'existe pas. D'où à un certain moment, le politicien craque. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à débattre... Ça veut dire que vous comprenez aujourd'hui l'attitude du G7. C'est-à-dire, je ne suis pas en train d'encourager, mais je suis en train de comprendre qu'ils aient craqué, parce qu'à l'interne, on ne les écoute pas, à l'interne, on ne débat pas. Lorsque vous pouvez même renoncer à votre propre position, vous êtes censé connaître la position des autres. En principe, une aussi grande structure de la majorité ne peut pas vivre sans une visibilité future. Ils doivent se préparer, comme je vous l'ai dit, en réalité, la majorité n'existe pas.
La majorité devait être un ensemble de volontés de partis politiques. Alors, lorsque vous voulez maintenir plusieurs partis politiques en votre sein, vous êtes censé écouter tout le monde. Sinon, chacun ayant sa propre vision sur On va changer de sujet. Consultant juridique, vous l'êtes. Alors, quel est votre regard critique sur l'arrêt rendu dernièrement par la Cour constitutionnelle qui est vraiment... qui divise pratiquement la classe politique, hein, aussi les juristes? Là, je dois sortir de mes gants pour tout simplement dire que la Cour constitutionnelle a déçu. La Cour constitutionnelle a déçu complètement. Vous êtes déçu, vous aussi, en tant que juriste? Effectivement. Allez-y. Tout le monde d'abord. Pourquoi vous a-t-elle déçu? Pourquoi? Je donnerai plus ou moins 6 raisons. Allez-y, la première. La Cour constitutionnelle veut considérer que l'absence de moyens annoncés par le gouvernement constituerait un cas de force majeure pour qu'on puisse utiliser les mesures exceptionnelles. C'est un argument qui ne tient pas debout. C'est un argument qui ne tient pas debout. Premièrement, les cas de force majeure, ça veut dire imprévisible, un événement imprévisible. Mais cet événement de manque de moyens, ça ne peut jamais être imprévisible. Pourquoi? Comme j'ai dit, gouverner, c'est prévoir. Oui. Gérer, c'est prévoir. Donc, quand on dit que par après, on n'a pas de moyens, pendant que gérer, c'est prévoir, c'est une fausseté. Deuxième élément, on sait bien que la loi portant programmation de l'installation d'une nouvelle province était un projet de loi. C'est venu du gouvernement. Le gouvernement lui-même a dit que dans 120 jours, il allait installer une nouvelle province et il a demandé que le Parlement fasse de ces projets de loi. À la tête desquels devait y avoir aussi des gouverneurs. Effectivement. Oui. Comment est-ce que le même gouvernement, qui savait que l'installation d'une nouvelle province suppose élection de gouverneur, comment il pouvait ne pas prévoir le moyen, mais vouloir installer une nouvelle province? Donc ce n'est pas un événement imprévisible. Troisièmement, l'article 134 de la Constitution nous dit ceci. Aucun député, aucun sénateur ne peut introduire une proposition de loi qui tendrait à créer une charge publique pour l'État. Nous sommes dans un régime parlementaire rationalisé. On a voulu rationaliser la gestion de l'État parce qu'on sait que c'est les gouvernements qui dépensent. Par conséquent, vous, députés, vous, sénateurs, vous ne pouvez pas introduire une proposition de loi qui peut créer une dépense pour l'État. Parce que le gouvernement lui-même doit les faire par un projet de loi parce qu'il doit prévoir le moyen pour exécuter la dite loi quand elle sera votée. Donc, ça veut dire ceci, que même si c'était une proposition de loi, si le gouvernement ne pouvait pas prévoir le moyen, il allait s'opposer. Mais, comme je vous dis, dans le cas d'espèce, c'était un projet de loi. Donc, pas du tout un événement imprévisible. Quatrièmement, la loi sur la programmation a été promulguée, si je ne m'abuse, le 28 février 2015. Et dès que c'est sorti, l'honorable Amouzito a fait sortir la 3e tribune. Installation de nouvelles provinces et élections locales égale à la faillite de l'État. Et sur la première page, il a dit ceci. Il n'y a dans le budget 2015 aucune rubrique sur l'installation d'une nouvelle province. Et il l'a dit. Il a dit, ça va poser problème. Et même pour le fonctionnement de ces 26 provinces, il n'y a pas de moyens. Mais à l'époque, nous étions assez optimistes. Nous croyons que le gouvernement pouvait mobiliser des ressources extérieures et nous appelions le gouvernement à faire, comme la Constitution le dit, en mi-juillet, plutôt au milieu de l'année, pratiquement en juillet ou en juin, un budget rectificatif en créant une rubrique sur l'installation d'une nouvelle province. Par conséquent, nous qui avions fait une tribune publique, est-ce que le gouvernement n'a pas entendu? Et le gouvernement qui n'a rien fait dans le budget 2015, est-ce que l'on peut considérer cela comme étant un événement imprévisible? 5e raison. Rapidement. 5e raison, rapidement. Les gouvernements a dit que, voilà, il y a les cours de matières premières qui ont baissé, ce qui a fait qu'il n'y ait pas assez de recettes. Fausseté. Pourquoi? Parce qu'il y a les principes de l'universalité budgétaire. Comment est-ce que le cours de matières premières, la baisse de cours de matières premières peut seulement impacter sur la rubrique 2 élections de gouverneurs et de vice-gouverneurs, qui par ailleurs n'a jamais existé parce que le gouvernement ne l'a jamais fait. 6e raison. Et la dernière? Et la dernière.
Le gouvernement a fait sortir une revue que l'on a d'ailleurs médiatisée sur la résilience économique. Oui. Et la résilience économique supposait que d'autres économies pouvaient supporter les chocs extérieurs. Or, aujourd'hui, le gouvernement est rattrapé par l'histoire. À moindre baisse de cours de cuivre, ça a eu à impacter sur la croissance économique. Alors, et sur la recette. voulu... Donc les 6 raisons démontrent que le caractère imprévisible qu'a fait sortir la Cour constitutionnelle, c'est une fausseté. La Cour constitutionnelle devait tout simplement se déclarer incompétente. Malheureusement, et demander au Parlement l'arrêt est exécutoire. Qu'auriez-vous voulu que ce fût comme décision de la Cour? La Cour constitutionnelle devait tout simplement se déclarer incompétente, elle l'a fait. Et compte tenu du fait que la loi de programmation est un acte du Parlement, la Cour pouvait renvoyer les débats au niveau du Parlement. Le Parlement qui contrôle budgétairement le gouvernement, donc qui connaît où est-ce qu'on peut trouver le moyen. Le Parlement qui a fait la loi, qui peut faire une prorogation des délais. Dire au lieu de 120 jours, on fait une prorogation des délais et dans l'entretemps, voilà le préalable à respecter pour que les nouvelles provinces ne soient plus des prématurés ou de mornés. Nos provinces sont de prématurés ou soit à la limite de mornés. Et on a fini cette émission, donc les mesures transitoires exceptionnelles là ne valent pas la peine. C'est une mauvaise chose parce que tout simplement, il y a un certain nombre de droits constitutionnels que l'on doit préserver. La Cour constitutionnelle nous a mis dans de mauvais draps. Aujourd'hui, le Parlement doit répondre son pouvoir. Le Parlement doit interpeller les gouvernements. Parce qu'en réalité, c'est une incompétence notoire. Le gouvernement, sous d'autres cieux, après un tel échec, devait tout simplement se démettre avant que le Parlement ne puisse le faire. Donc la Cour constitutionnelle... Et nommer le gouvernement, et nommer le gouverneur serait contre les lois? Effectivement, ça serait contre la Constitution. Et finalement, quand on nomme les gouverneurs, d'un côté, on a un Parlement qui est censé faire tomber le gouvernement. Mais de l'autre côté, on a un gouvernement qui est nommé. Quels seront les rapports? Finalement, on veut nous créer un monstre au niveau de province. Et pour quelle finalité? Et ça, c'est voulu à dessein par le gouvernement? Je ne sais pas. Moi, je ne fais généralement pas des procès d'intention. Moi, je considère que le gouvernement, c'est vraiment un gouvernement des incompétents qui, dans une république normale, devait tomber aussi rapidement. Voilà. Merci beaucoup, Steve Kivuata. Merci d'avoir fait le point avec nous, quelques principaux sujets d'actualité. Je rappelle que vous êtes consultant juridique. Merci d'avoir répondu à la question. Merci également à Fiston d'avoir été de nôtre dans cette émission. Merci à vous également de nous avoir suivis, le grand plateau. Prochain rendez-vous très bientôt sur vos antennes. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.